Imaginez un instant que vous puissiez voyager à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. À cette vitesse vertigineuse, vous pourriez faire le tour de notre planète Terre 7 fois et demi en une seule seconde. 7 fois et demi autour du monde en un battement de cœur. Maintenant, gardez cette vitesse impossible dans votre esprit et essayez de comprendre ceci. La lumière que vous voyez en ce moment provenant de l'étoile la plus proche de notre Soleil a quitté sa source il y a plus de 4 ans. 4 années entières à voyager sans interruption à cette vitesse inconcevable. Et pourtant, cette étoile est notre voisine la plus proche, notre voisine immédiate dans le quartier cosmique. Ce que vous allez découvrir cette nuit va ébranler les fondations même de votre compréhension de l'univers. Nous allons explorer ensemble pourquoi les années-lumière représentent des distances que votre cerveau refuse littéralement de traiter. Nous allons plonger dans le mystère de ces gouffres cosmiques si vastes que les chiffres eux-mêmes perdent tout leur sens. Nous allons comprendre pourquoi chaque étoile que vous observez dans le ciel nocturne vous montre en réalité un fantôme du passé. Et nous allons affronter une vérité qui pourrait transformer à jamais votre perception de votre place dans l'immensité de l'existence. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous accompagner bien au-delà de cette nuit. Si vous êtes fasciné par les mystères du cosmos, abonnez-vous. Le voyage commence maintenant. Laissez-vous porter par ma voix dans cette exploration des distances impossibles. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Car nous allons voyager ensemble vers des horizons que l'esprit humain n'a jamais été conçu pour appréhender. Quand nous étions enfants, on nous a appris les distances d'une manière plutôt simple et rassurante. On nous a dit que la Terre était à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Un chiffre impressionnant, certes, mais présenté comme quelque chose de gérable, de compréhensible. On nous a montré des schémas où le système solaire tenait sur une page de manuel scolaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Tous alignés comme des perles sur un collier. On nous a fait croire que l'espace était vaste, oui, mais organisé, ordonné, presque confortable dans sa grandeur. Les professeurs nous parlaient hors de la voix, lactés comme d'un grand disque majestueux contenant des milliards d'étoiles. Et nous hochions la tête en pensant comprendre. Des milliards, c'est beaucoup, pensions-nous, mais c'est juste un grand nombre après tout. On nous a présenté l'univers comme une grande maison dont nous occupions une petite chambre, mais une maison tout de même, avec des murs, des limites, une structure rassurante. Cette vision scolaire nous permettait de dormir tranquille. Elle nous donnait l'illusion que nous avions saisi l'essentiel. Que l'espace était grand, oui, mais pas incompréhensible, pas véritablement effrayant. Mais la réalité est bien différente. La réalité est beaucoup plus vaste, beaucoup plus vertigineuse, beaucoup plus déstabilisante que tout ce qu'on nous a jamais enseigné. Car les scientifiques, les astronomes, les astrophysiciens qui consacrent leur vie entière à étudier ces distances cosmiques, eux-mêmes admettent quelque chose de troublant. Ils admettent que même après des décennies de recherche, même avec les mathématiques les plus avancées, même avec les télescopes les plus puissants jamais construits par l'humanité, leur propre cerveau reste incapable de véritablement saisir ce que représente une année-lumière. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'éducation ou de connaissance, c'est une question de biologie pure. Notre cerveau a évolué pendant des millions d'années sur une petite planète où les distances maximales se mesuraient en jours de marche. Nos ancêtres devaient évaluer si un prédateur était suffisamment proche pour représenter un danger. Ils devaient estimer la distance jusqu'au prochain point d'eau. Ils devaient calculer combien de temps il faudrait pour atteindre un abri avant la tombée de la nuit. Ces distances se comptaient en mètres, parfois en kilomètres, rarement plus. Notre cerveau s'est donc optimisé pour ces échelles terrestres. Il a développé une intuition extraordinaire pour les distances que nous pouvions parcourir avec nos propres jambes. Mais personne, jamais, dans toute l'histoire de l'évolution humaine, n'a eu besoin de comprendre intuitivement ce que représentaient des milliers de milliards de kilomètres. Aucune pression évolutive ne nous a poussé à développer cette capacité. Et donc, nous ne l'avons simplement pas. Quand on vous dit qu'une année-lumière équivaut à environ 9500 milliards de kilomètres, votre cerveau fait quelque chose de fascinant et de tragique à la fois. Il enregistre le chiffre. Il comprend que c'est beaucoup.
et puis il abandonne. Il classe l'information dans une catégorie vague appelée très grand et passe à autre chose. Ce n'est pas de la paresse intellectuelle, c'est une limitation fondamentale de notre architecture cognitive. Nous pouvons manipuler ces nombres sur le papier, nous pouvons faire des calculs avec eux, mais nous ne pouvons pas les ressentir. Nous ne pouvons pas les visualiser véritablement. Ils restent abstraits, déconnectés de notre expérience sensible du monde. Et c'est là que commence le vertige. Car ces distances ne sont pas simplement des curiosités mathématiques, elles sont la réalité fondamentale de l'univers dans lequel nous existons. Elles définissent les limites absolues de ce que nous pourrons jamais explorer, jamais atteindre, jamais connaître directement. Et elles révèlent une solitude cosmique si profonde qu'elle en devient presque insupportable à contempler. Laissez-moi vous guider à travers une expérience de pensée. Une expérience qui va progressivement révéler l'ampleur de ce que nous ne pouvons pas comprendre. Commençons par quelque chose de familier. Vous êtes chez vous en ce moment, confortablement installé, peut-être allongé dans votre lit. Pensez à la distance qui vous sépare de la pièce voisine. Quelques mètres tout au plus. Une distance que vous pouvez parcourir en quelques secondes. Maintenant, pensez à la distance jusqu'au centre de votre ville. Peut-être quelques kilomètres. Une distance que vous pourriez parcourir à pied en 1 heure ou 2. Élargissons encore. Pensez à la distance jusqu'à l'autre bout de votre pays. Plusieurs centaines de kilomètres, peut-être 1000. Un voyage de plusieurs heures en voiture ou en train. Maintenant, pensez à la distance jusqu'à l'autre côté de la planète. Environ 21 000 km si vous traversiez la Terre de part en part. Un voyage de presque une journée en avion pour faire le tour du monde. Nous sommes encore dans des territoires que notre cerveau peut appréhender. Difficilement, peut-être, mais nous avons des références. Nous connaissons des gens qui ont fait le tour du monde. Nous avons vu des images de tous les continents. Ces distances sont grandes, mais elles restent humaines. Maintenant, faisons un saut. La Lune, notre compagne céleste, ce disque argenté que vous pouvez voir presque chaque nuit. Elle se trouve à environ 384 000 km de nous. C'est comme si vous faisiez le tour de la Terre presque 10 fois. Les astronautes des missions Apollo ont mis environ 3 jours pour l'atteindre. 3 jours de voyage dans le vide spatial pour atteindre cet astre qui semble si proche dans notre ciel nocturne. C'est déjà loin. Beaucoup plus loin que tout ce que vous parcourez jamais sur Terre. Mais nous pouvons encore nous le représenter, n'est-ce pas? 3 jours, c'est un long week-end prolongé. Nous avons des références pour cela. Continuons. Le Soleil, cette boule de feu qui éclaire et réchauffe notre monde. Elle se trouve à environ 150 millions de kilomètres. 150 millions. Pour atteindre le Soleil, il faudrait faire le tour de la Terre presque 4000 fois. À la vitesse d'un avion de ligne, ce voyage prendrait environ 17 ans. 17 années entières de vol continu, sans jamais s'arrêter. Nous commençons à perdre pied. 17 ans, nous pouvons nous le représenter. C'est une partie significative d'une vie humaine. Mais 4000 fois le tour de la Terre, cela commence à devenir abstrait. Notre cerveau s'accroche encore, mais il commence à glisser. Allons plus loin. Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle orbite à environ 4 milliards et demi de kilomètres du Soleil. 4 milliards et demi de kilomètres. La sonde Voyager 2, lancée en 1977, a mis 12 ans pour l'atteindre. 12 ans de voyage à des vitesses que jamais aucun véhicule humain n'avait atteintes auparavant. Et Neptune n'est que la limite de notre petit système solaire. C'est notre jardin, notre cour arrière cosmique. Au-delà commence le véritable voyage. Et c'est là que notre cerveau capitule définitivement. Car au-delà de Neptune, au-delà des confins de notre système solaire, s'étend un gouffre de vide si immense que les kilomètres cessent d'être une unité de mesure pratique. C'est pourquoi les astronomes ont inventé l'année-lumière. Non pas parce que c'est une unité pratique pour nous, les humains, mais parce que les nombres deviendraient autrement tellement gigantesques qu'ils en deviendraient inutilisables. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année terrestre. La lumière, cette chose qui semble instantanée quand vous allumez une lampe. Cette chose qui voyage à près de 300 000 km par seconde. Cette vitesse est si rapide que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur,
La lumière a déjà traversé votre pièce avant même que votre doigt n'ait fini son mouvement. Elle pourrait faire le tour de la Terre 7 fois et demie pendant qu'un colibri bat une seule fois des ailes. Elle pourrait aller de la Terre à la Lune en un peu plus d'une seconde. Une seconde seulement pour parcourir 384 000 km. Maintenant, imaginez cette lumière qui voyage. Elle voyage pendant une seconde, puis une minute, puis une heure, puis un jour, puis une semaine, puis un mois. Et elle continue, sans s'arrêter, sans ralentir, à cette vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde. Et elle voyage ainsi pendant une année entière. 365 jours, 8 760 heures, 525 600 minutes. Au bout de cette année de voyage ininterrompu à la vitesse maximale autorisée par les lois de l'univers, la lumière aura parcouru environ 9 500 milliards de kilomètres. 9 500 milliards. Si vous vouliez écrire ce nombre en entier, il vous faudrait aligner 13 chiffres. 9 5 0 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 9,5 fois 10 puissance 12 km. Et cela, c'est une seule année-lumière, une seule. La distance jusqu'à l'étoile la plus proche de notre Soleil est de 4,2 années-lumière. 4 fois cette distance inconcevable, et plus un peu. 40 000 milliards de kilomètres pour atteindre notre voisine la plus proche. Notre voisine immédiate, la maison d'à côté, cosmiquement parlant. Commencez-vous à percevoir le problème? Commencez-vous à ressentir ce vertige particulier qui saisit l'esprit quand il se heurte à ses propres limites? Car nous n'en sommes qu'au tout début, l'étoile la plus proche, le premier pas hors de notre cours. Et déjà, les distances dépassent tout ce que notre intuition peut traiter. Pensez-y ainsi. Si notre Soleil était réduit à la taille d'un grain de sable, un petit grain de sable d'1 millimètre de diamètre posé sur votre table, savez-vous où se trouverait le grain de sable représentant Proxima du Centaure, notre voisine stellaire? Pas à côté sur la table, pas de l'autre côté de la pièce, pas même de l'autre côté de la ville. Ce deuxième grain de sable se trouverait à environ 4 km de distance. 2 grains de sable séparés par 4 km. Et entre eux, rien. Le vide, l'obscurité, le silence éternel de l'espace interstellaire. C'est ça, notre quartier cosmique. Des grains de sable perdus dans un océan de néant, séparés par des gouffres de vide si vastes qu'ils défient l'imagination. Et ce n'est que le début de notre voyage. Car ces 4 années-lumière jusqu'à Proxima du Centaure ne sont rien, absolument rien, comparé aux véritables distances qui structurent notre galaxie. Notre Voie lactée, cette majestueuse spirale d'étoiles dont notre Soleil n'est qu'un membre parmi des centaines de milliards, s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000 années-lumière. 100 000 fois cette distance déjà inconcevable jusqu'à Proxima. Si la lumière partait d'un bord de notre galaxie et voyageait vers l'autre bord, elle mettrait 100 000 ans pour traverser. 100 000 années à la vitesse maximale de l'univers. Quand cette lumière arriverait de l'autre côté, les civilisations humaines telles que nous les connaissons n'existeraient probablement plus depuis longtemps. 100 000 ans, c'est 10 fois plus que toute l'histoire de la civilisation humaine. C'est le temps qui nous sépare de nos ancêtres qui vivaient encore dans des grottes et chassèrent le mammouth. Et pendant tout ce temps, la lumière aurait voyagé sans relâche, traversant le vide entre les étoiles, témoin silencieux d'un voyage que jamais aucun être humain ne pourra accomplir. Mais attendez, car notre galaxie elle-même n'est qu'un grain de sable dans un désert plus vaste encore. La galaxie la plus proche de la nôtre, Andromède, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions. Pas 2,5. Pas 250. Pas 2500. 2 500 000 années-lumière. La lumière que vous voyez quand vous observez Andromède dans le ciel nocturne a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années. À cette époque, sur Terre, nos ancêtres Homo habilis commençaient à peine à tailler leurs premiers outils de pierre. Cette lumière voyageait déjà vers nous quand l'humanité n'existait pas encore. Elle a traversé le
vide intergalactique pendant que des millions de générations naissaient et mouraient sur notre planète. Elle a continué son voyage pendant que des espèces entières apparaissaient et s'éteignaient. Et cette nuit, finalement, après ce voyage de 2,5 millions d'années, quelques-uns de ces photons anciens entrent dans vos yeux si vous regardez dans la bonne direction. Vous voyez littéralement le passé profond. Vous voyez Andromède telle qu'elle était avant que les êtres humains n'existent. Chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous regardez en arrière dans le temps. Chaque étoile que vous voyez vous montre une image du passé. Les étoiles les plus proches vous montrent comment elles étaient il y a quelques années. Les étoiles les plus lointaines visibles à l'œil nu vous montrent comment elles étaient il y a des centaines ou des milliers d'années. Certaines de ces étoiles ont peut-être déjà explosé. Peut-être qu'elles n'existent plus depuis des siècles, mais leur lumière continue de voyager vers nous, porteuse d'un message d'outre-tombe cosmique. Nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est maintenant. Nous ne voyons que des échos lumineux du passé, des fantômes photoniques traversant le vide pour nous raconter des histoires anciennes. Et plus nous regardons loin, plus nous regardons en arrière dans le temps. Les télescopes les plus puissants de l'humanité peuvent observer des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Quand nous observons ces galaxies lointaines, nous voyons l'univers tel qu'il était des milliards d'années avant la formation de notre propre Soleil. Nous voyons des galaxies en train de naître, des étoiles en train de se former, des événements cosmiques qui se sont produits avant même que notre système solaire n'existe. C'est comme si chaque photon était un minuscule messager du passé, traversant des gouffres de temps et d'espace pour nous livrer son témoignage ancien. Et nous les captons, ces messagers, avec nos yeux et nos instruments. Nous reconstituons leurs histoires. Nous essayons de comprendre ce qu'ils ont à nous dire, mais nous ne pourrons jamais voir l'univers tel qu'il est vraiment en cet instant précis. Cette connaissance nous est fondamentalement interdite. Nous sommes prisonniers de la vitesse de la lumière, condamnés à toujours observer le passé, jamais le présent cosmique. Cette limitation n'est pas technique. Ce n'est pas un problème que de meilleurs télescopes pourraient résoudre. C'est une loi fondamentale de l'univers. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Ni la matière, ni l'information, ni notre regard. Nous sommes enfermés dans une bulle de causalité dont nous ne pouvons jamais nous échapper. Et cette bulle elle-même grandit avec le temps, nous révélant progressivement des régions de l'univers dont la lumière nous atteint enfin après des milliards d'années de voyage. Chaque jour, notre horizon observable s'étend légèrement, accueillant de nouveaux photons anciens venus de régions toujours plus lointaines. Mais cette expansion de notre horizon est elle-même limitée, car l'univers lui-même s'étend, et il s'étend d'une manière qui va finir par nous isoler encore davantage. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Plus elles sont lointaines, plus elles s'éloignent rapidement. Et au-delà d'une certaine distance, elles s'éloignent plus vite que la lumière elle-même ne peut voyager. Cela peut sembler impossible. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, n'est-ce pas? C'est vrai pour les objets se déplaçant dans l'espace. Mais l'expansion de l'univers n'est pas un mouvement dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étire, qui se dilate, qui crée de nouvelles distances entre les galaxies. Et cette expansion de l'espace peut se produire plus vite que la lumière, car ce n'est pas vraiment un mouvement. C'est la création de nouvel espace entre les points. Le résultat est terrifiant. Il existe des régions de l'univers dont la lumière ne nous atteindra jamais. Elle est partie vers nous, elle voyage vers nous en ce moment même, mais elle ne nous rattrapera jamais. Car l'espace entre nous et ces régions s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Ces régions sont perdues pour nous à jamais. Elles existent. Elles sont remplies de galaxies, d'étoiles, peut-être de planètes et de formes de vie. Mais nous ne saurons jamais rien d'elles. Elles sont au-delà de notre horizon cosmique, dans une zone d'ombre éternelle que même l'éternité ne nous permettra pas d'atteindre. Et le plus troublant, c'est que cette zone d'ombre grandit. L'expansion de l'univers s'accélère. Chaque jour, de nouvelles galaxies franchissent ce seuil invisible et disparaissent à jamais de notre univers observable. Nous les perdons, une par une, avalées par l'expansion accélérée de l'espace lui-même. Dans des milliards d'années, si des êtres intelligents existent encore dans notre région de l'univers,
Ils regarderont le ciel et ne verront plus rien au-delà de leur groupe local de galaxies. Tout le reste aura disparu au-delà de l'horizon, emporté par l'expansion. Ces êtres futurs pourraient croire qu'ils vivent dans un univers minuscule, contenant seulement quelques galaxies. Ils n'auraient aucun moyen de savoir que des billions de galaxies existaient autrefois. Visibles depuis leur position, toute trace de ces galaxies aura été effacée par l'expansion. Même la lumière fossile du Big Bang finira par disparaître, étirée au-delà de toute détection possible. Nous vivons à une époque privilégiée. Une époque où nous pouvons encore voir des milliards de galaxies. Une époque où nous pouvons encore détecter les échos du Big Bang. Une époque où nous pouvons encore comprendre, au moins en partie, la structure et l'histoire de l'univers. Mais cette fenêtre se ferme lentement. L'obscurité gagne du terrain. Et un jour, dans un futur lointain, les observateurs de l'univers seront aveugles à la grandeur que nous pouvons encore contempler. C'est une pensée qui donne le vertige, une pensée qui révèle à quel point notre place dans le cosmos est précaire et temporaire. Nous ne sommes pas seulement minuscules dans l'espace, nous sommes éphémères dans le temps. Notre fenêtre de compréhension cosmique est brève, extraordinairement brève à l'échelle de l'univers. Et pourtant, nous sommes là. Nous pensons, nous questionnons. Nous tentons de comprendre ces distances impossibles avec nos cerveaux de primates évolués. C'est peut-être notre plus grande réussite et notre plus grande limitation, réunies en une seule prise de conscience vertigineuse. Laissez cette pensée vous accompagner un moment. Respirez profondément. Sentez le poids de ces distances sur votre conscience. Nous avons à peine commencé notre voyage dans les profondeurs de l'année-lumière. Il reste tant à explorer, tant à comprendre, tant à ressentir. Les gouffres cosmiques nous attendent, silencieux et patients comme ils ont attendu depuis le début des temps. Reprenons notre voyage dans ces abîmes de distance et de temps. Nous avons commencé à percevoir l'immensité vertigineuse qui nous entoure. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce gouffre cosmique. Car les années-lumière ne sont pas simplement des mesures de distance. Elles sont des mesures de séparation absolue, des mesures d'isolement fondamentales, des mesures de tout ce que nous ne pourrons jamais atteindre, jamais toucher, jamais véritablement connaître. Permettez-moi de vous emmener plus profondément dans cette réalité. Imaginons ensemble un voyage vers Proxima du Centaure, cette étoile voisine dont nous avons parlé, située à seulement 4,2 années-lumière de nous. Seulement 4,2. Cela semble presque accessible quand on le dit ainsi. Notre voisine immédiate. La porte d'à côté cosmique. Mais examinons ce que ce voyage impliquerait réellement. Si nous construisions un vaisseau spatial capable de voyager à la vitesse de nos sondes les plus rapides, disons environ 60 000 km/h, ce qui est déjà une prouesse technologique extraordinaire, combien de temps nous faudrait-il pour atteindre Proxima ? La réponse est terrifiante. Environ 75 000 ans. 75 000 années de voyage. 3 000 générations humaines naîtraient et mourraient à bord de ce vaisseau avant qu'il n'atteigne sa destination. Quand ce vaisseau arriverait finalement à Proxima du Centaure, la civilisation qu'il a lancée aurait disparu depuis si longtemps que personne ne se souviendrait même qu'il existe. Les langues que parlaient les constructeurs du vaisseau seraient éteintes depuis des dizaines de milliers d'années. Les nations qui ont financé sa construction n'existeraient plus que dans des archives oubliées. L'humanité elle-même aurait peut-être évolué en quelque chose d'entièrement différent, ou se serait éteinte complètement. Et ce vaisseau arriverait, silencieux, portant en son sein les descendants lointains des premiers voyageurs. Des êtres qui n'auraient jamais connu la Terre, qui n'auraient jamais vu un ciel bleu ou senti la caresse du vent. Des êtres pour qui le voyage serait toute l'existence, tout l'univers connu. Et ils arriveraient enfin, après 75 000 ans, à notre voisine la plus proche. Voilà ce que signifie 4,2 années-lumière quand on le traduit en termes humains. Voilà l'abîme qui nous sépare de l'étoile d'à côté. Mais peut-être pourrions-nous aller plus vite. Imaginons que nous développions une technologie révolutionnaire. Une technologie qui nous permettrait de voyager à 10% de la vitesse de la lumière. 30 000 km par seconde.
Une vitesse si vertigineuse qu'elle défie l'imagination. À cette vitesse, nous pourrions faire le tour de la Terre en un peu plus d'1 seconde. Nous pourrions atteindre la Lune en moins de 15 secondes. Nous pourrions atteindre le Soleil en un peu plus de 8 minutes. C'est une vitesse proprement inhumaine. Impossible avec notre technologie actuelle. Peut-être impossible tout court avec la physique que nous connaissons, mais imaginons. À cette vitesse miraculeuse de 10% de la vitesse de la lumière, combien de temps nous faudrait-il pour atteindre Proxima du Centaure ? 42 ans. 42 années de voyage. Une vie humaine entière passée dans le vide intersidéral. Un enfant qui partirait à la naissance arriverait comme un adulte d'âge mûr, ayant passé chaque jour, chaque heure, chaque instant de son existence dans une boîte métallique traversant le néant. Et encore, nous parlons de 10% de la vitesse de la lumière. Une vitesse que nous n'avons aucune idée de comment atteindre. Une vitesse qui nécessiterait des quantités d'énergie astronomiques, peut-être équivalentes pour voir la consommation énergétique de civilisations entières pendant des siècles. Les obstacles techniques sont si monumentaux qu'ils en deviennent presque philosophiques. Comment protéger un vaisseau des particules interstellaires à cette vitesse ? À 30 000 km par seconde, un grain de poussière microscopique frapperait la coque avec l'énergie d'une bombe. Comment stocker assez de carburant pour accélérer puis décélérer un vaisseau à ces vitesses ? Les équations sont impitoyables. Plus vous voulez aller vite, plus vous avez besoin de carburant. Et plus vous avez de carburant, plus votre vaisseau est lourd. Et plus votre vaisseau est lourd, plus vous avez besoin de carburant. C'est un cercle vicieux qui rend les voyages interstellaires pratiquement impossibles, avec toute technologie basée sur la propulsion conventionnelle. Et même si nous résolvions tous ces problèmes, même si nous construisions ce vaisseau miracle capable de voyager à 10% de la vitesse de la lumière, nous n'aurions atteint que notre voisine immédiate. Une seule étoile parmi les 200 milliards que contient notre galaxie. Une goutte d'eau dans un océan stellaire. Pour atteindre le centre de notre galaxie, situé à environ 26 000 années-lumière, à cette vitesse extraordinaire de 10% de la lumière, il faudrait 260 000 ans. 260 millénaires de voyage continu. Plus de 10 fois la durée de toute la civilisation humaine. Plus que le temps qui nous sépare de nos ancêtres les plus primitifs. Et pour atteindre Andromède, notre galaxie voisine, à 2,5 millions d'années-lumière. 25 millions d'années. 25 millions d'années de voyage à une vitesse que nous ne pouvons même pas imaginer atteindre. L'humanité n'existe sous sa forme actuelle que depuis environ 300 000 ans. Nos ancêtres simiesques vivaient il y a 25 millions d'années. Le temps nécessaire pour atteindre Andromède est équivalent à tout le temps qu'il a fallu pour que des créatures ressemblant vaguement à des singes évoluent en être capables de construire des vaisseaux spatiaux. Toute l'histoire de l'évolution humaine, du début à la fin, condensée dans un seul voyage vers une seule galaxie voisine. Et Andromède n'est que notre voisine. Il existe des billions de galaxies dans l'univers observable. Des billions. La plupart sont si lointaines que même voyager à la vitesse de la lumière pure pendant des milliards d'années ne suffirait pas à les atteindre. Et la vitesse de la lumière elle-même est une limite absolue que nous ne pouvons pas dépasser. C'est inscrit dans les lois fondamentales de la physique. Ce n'est pas une limitation technique que nous pourrions surmonter avec suffisamment d'ingéniosité. C'est une barrière cosmique infranchissable. Plus vous vous approchez de la vitesse de la lumière, plus il faut d'énergie pour accélérer davantage. Pour atteindre exactement la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité infinie d'énergie. Infinie. Toute l'énergie de l'univers entier ne suffirait pas. Nous sommes prisonniers de notre coin de cosmos. Condamnés à regarder les étoiles sans jamais pouvoir les toucher. Capables de voir des milliards de galaxies, tout en sachant que nous n'atteindrons jamais aucune d'entre elles. C'est une prison cosmique aux barreaux faits de temps et d'espace. Une prison si vaste qu'elle contient des billions de soleils. Et pourtant, une prison quand même. Car les murs sont là, invisibles mais infranchissables. La vitesse de la lumière, l'expansion de l'univers, la durée limitée de nos vies et de notre civilisation. Chaque année-lumière est un barreau supplémentaire. Chaque milliard de kilomètres est un mur de plus entre nous et le reste de l'existence. Et nous ne pouvons que regarder à travers ces barreaux, émerveillés et impuissants, conscients de l'immensité que nous ne posséderons jamais.
Mais peut-être, me direz-vous, n'avons-nous pas besoin d'aller là-bas physiquement? Peut-être pouvons-nous communiquer avec d'autres civilisations, si elles existent, à travers ces gouffres de distance. Peut-être pouvons-nous envoyer des messages et attendre des réponses. C'est une pensée réconfortante. L'idée que même si nous ne pouvons pas voyager, nous pourrions au moins parler, établir un contact, savoir que nous ne sommes pas seuls. Mais les années-lumière transforment même la communication en une entreprise quasi impossible. Imaginons qu'une civilisation intelligente existe autour de Proxima du Centaure, notre voisine à 4,2 années-lumière. Si nous leur envoyons un message radio aujourd'hui, voyageant à la vitesse de la lumière, il leur faudrait 4 ans et 2 mois pour le recevoir. Et leur réponse mettrait encore 4 ans et 2 mois pour nous revenir. 8 ans et demi pour un simple échange de bonjour. Une conversation avec des pauses de 8 ans entre chaque phrase. Imaginez essayer de construire une relation, une compréhension mutuelle, un échange culturel avec des délais de 8 ans entre chaque message. Une génération entière pourrait naître et entrer à l'école avant que la réponse à une question n'arrive. Les personnes qui ont envoyé la question originale pourraient s'être mortes avant de recevoir la réponse. C'est une communication entre fantômes, entre échos du passé, jamais entre présents simultanés. Et cela, encore une fois, c'est notre voisine la plus proche. Si nous tentions de communiquer avec une civilisation située à 1000 années-lumière, ce qui est encore relativement proche à l'échelle de la galaxie, chaque échange prendrait 2000 ans, 2 millénaires. Rome était encore une république quand un message envoyé aujourd'hui arriverait là-bas. Et leur réponse nous parviendrait quand notre civilisation actuelle ne sera plus qu'un souvenir lointain. Pour une civilisation située au centre de la galaxie, à 26 000 années-lumière, la conversation prendrait 52 000 ans par échange. L'humanité dans sa forme actuelle n'existait pas encore il y a 52 000 ans. Nous étions encore des chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes. Et pour une civilisation dans Andromède, chaque échange prendrait 5 millions d'années. Nos ancêtres étaient encore des grands singes il y a 5 millions d'années. La communication interstellaire, même à la vitesse de la lumière, est donc pratiquement une impossibilité fonctionnelle pour des êtres dont la durée de vie se mesure en décennies et dont les civilisations durent au mieux quelques millénaires. Nous pourrions envoyer des messages, oui, nous pourrions hurler dans le vide cosmique, mais nous ne serons jamais là pour entendre les réponses. Nos arrière-arrière-petits-enfants ne seront pas là non plus, ni leurs descendants. Les messages que nous envoyons sont des bouteilles jetées dans un océan infini, destinées à des rivages que nous ne verrons jamais. Cette réalité transforme notre compréhension de ce que signifie être seul dans l'univers. Car même si des milliers, des millions, des milliards de civilisations intelligentes existent là-bas, dispersées à travers les galaxies, nous pourrions ne jamais le savoir. Nous pourrions vivre et mourir sans jamais recevoir un seul signal. Sans jamais avoir la confirmation que quelqu'un d'autre pense et questionne et espère quelque part dans le vide. L'univers pourrait être grouillant de vie, vibrant de conversations entre étoiles, et nous serions quand même seuls dans notre bulle de silence. Car les distances sont des murs, les années-lumière sont des fossés infranchissables. Et nous sommes sur notre petite île perdue, au milieu d'un océan si vaste que ses rivages sont au-delà de l'horizon, au-delà de l'imagination, au-delà de tout espoir de contact. C'est ce qu'on appelle parfois le grand silence. Nous écoutons depuis des décennies maintenant. Nous avons pointé nos radiotélescopes vers le ciel, espérant capter un signal artificiel, une preuve que quelqu'un d'autre est là. Et nous n'avons rien entendu. Le cosmos reste silencieux, obstinément, terriblement silencieux. Certains trouvent le silence encourageant. Ils pensent qu'il signifie que nous sommes peut-être seuls, que la vie intelligente est rare, que nous sommes spéciaux. Mais d'autres y voient quelque chose de bien plus troublant. Peut-être le silence signifie-t-il simplement que les distances sont trop grandes, que les civilisations naissent et meurent dans leur coin de galaxie sans jamais se rencontrer, que l'univers est un archipel infini d'îles de vie séparées par des océans de temps et d'espace impossibles à traverser. Peut-être que des millions de civilisations ont existé, prospéré et disparu sans jamais savoir qu'elles s'étaient pas seules. Peut-être que nous ferons de même. Peut-être que dans 1 million d'années,
quand notre espèce aura disparu ou évolué en autre chose, une autre civilisation naissante regardera les étoiles et se posera les mêmes questions que nous. Et elle aussi n'entendra que le silence, car les années-lumière sont des murs de silence, des barrières de solitude cosmique, des gouffres d'isolement que même notre imagination la plus audacieuse ne peut combler. Nous pouvons rêver de vaisseaux plus rapides que la lumière. Nous pouvons imaginer des trous de verre reliant des points distants de l'univers. Nous pouvons espérer que la physique nous réserve des surprises, des failles dans les lois actuelles qui nous permettraient de contourner ces limitations. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune raison de croire que ces rêves sont réalisables. Toute notre compréhension de la physique suggère que la vitesse de la lumière est une limite absolue, que les trous de verre, s'ils existent, seraient vraiment probablement instables ou impossibles à traverser, que nous sommes vraiment prisonniers de notre petit coin d'univers. Et cette prison, aussi vaste soit-elle, reste une prison. Pensez-y cette nuit, alors que vous vous laissez porter vers le sommeil. Pensez à ces distances impossibles qui nous entourent. Pensez aux étoiles que vous avez vues, chacune étant un soleil lointain. Chacune peut être entourée de planètes, certaines peut-être habitées par des êtres qui regardent dans notre direction et se posent les mêmes questions que nous. Et pensez au silence qui nous sépare, au gouffre de temps et d'espace qui rend toute rencontre improbable, peut-être impossible. Nous sommes des créatures éphémères sur une petite planète, contemplant une immensité que nous ne comprendrons jamais vraiment. Et c'est à la fois notre tragédie et notre grandeur. Car nous sommes les seuls êtres connus dans tout l'univers, capables de contempler cette immensité et de ressentir le vertige qu'elle inspire. Nous sommes les yeux, à travers lesquels le cosmos se regarde lui-même. Et même si nous ne pouvons pas traverser ces gouffres, même si nous ne pouvons pas toucher ces étoiles lointaines, nous pouvons les observer, nous pouvons les étudier, nous pouvons les aimer de loin, comme des amants séparés par un océan infranchissable. Cette contemplation est peut-être notre plus grande vocation. Observer et comprendre, même ce que nous ne pourrons jamais atteindre. Nommer les étoiles et les galaxies, même si elles resteront à jamais hors de notre portée. Construire des modèles et des théories, même si nous ne pourrons jamais les vérifier en personne. C'est une forme de courage quand on y pense, une forme de bravoure existentielle. Continuer à chercher, à questionner, à explorer, tout en sachant que les réponses ultimes nous échapperont peut-être toujours. Les années-lumière nous enseignent l'humilité. Elles nous rappellent notre petitesse face à l'infini. Mais elles nous enseignent aussi la persévérance. Car malgré ces distances impossibles, malgré ces gouffres de vide et de temps, nous continuons à regarder vers le haut. Nous continuons à tendre nos instruments vers les étoiles. Nous continuons à rêver. Et peut-être que c'est cela, finalement, qui définit l'humanité. Non pas notre capacité à conquérir l'espace, car nous ne le conquérons probablement jamais, mais notre refus d'arrêter d'essayer de le comprendre. Notre obstination à questionner, même quand les réponses semblent impossibles à atteindre. Notre capacité à trouver de la beauté et du sens dans l'immensité même qui nous écrase. C'est cette qualité qui nous a amenés à construire des télescopes capables de voir des galaxies à des milliards d'années-lumière. C'est cette qualité qui nous a poussés à envoyer des sondes aux confins de notre système solaire. C'est cette qualité qui nous fait lever les yeux vers le ciel nocturne et ressentir à la fois la terreur et l'émerveillement. Nous sommes des explorateurs nés dans une prison cosmique, des voyageurs dont les voyages ne peuvent être que des voyages de l'esprit, des observateurs condamnés à toujours observer de loin. Mais nous observons quand même. Et dans cette observation, il y a une forme de victoire. Une victoire modeste, certes, une victoire qui ne nous rapproche pas physiquement des étoiles, mais une victoire de l'esprit sur les limitations de la matière, une victoire de la curiosité sur le désespoir, une victoire de l'émerveillement sur l'insignifiance. Laissez cette pensée vous envelopper comme une couverture douce. Nous sommes petits, oui. Nous sommes isolés, oui. Nous sommes peut-être condamnés à ne jamais rencontrer d'autres civilisations, à ne jamais traverser les gouffres qui nous séparent des étoiles. Mais nous pensons, nous questionnons, nous ressentons, et dans un univers qui semble par ailleurs froid et indifférent, cela signifie quelque chose. Cela doit signifier quelque chose. Respirez profondément. Laissez les distances cosmiques bercer votre esprit.
car il reste encore tant à explorer dans les mystères de l'année-lumière, tant de vertiges à ressentir, tant de perspectives à gagner. Notre voyage continue, point. Nous avons voyagé ensemble à travers les gouffres de distance qui nous séparent des étoiles. Nous avons ressenti le vertige de ces espaces impossibles à traverser, impossibles même à véritablement concevoir. Mais il existe une dimension encore plus troublante à explorer, une dimension où les années-lumière cessent d'être simplement des mesures de distance pour devenir des mesures de temps. Des mesures de passé, des mesures de tout ce qui n'existe plus, mais que nous voyons encore. Car chaque photon qui entre dans vos yeux quand vous regardez le ciel nocturne est un voyageur temporel, un messager venu d'une époque révolue, un fantôme lumineux traversant le vide pour vous raconter une histoire ancienne. Et cette histoire, vous ne pouvez jamais la vérifier. Vous ne pouvez jamais savoir si elle est encore vraie. Vous ne pouvez que la recevoir, passive et silencieuse, comme on reçoit la lettre d'un ami disparu depuis longtemps. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment. Quand vous regardez le soleil, vous ne voyez pas le soleil tel qu'il est maintenant. Vous voyez le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. La lumière met 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de notre étoile. Donc, le soleil que vous voyez est toujours le soleil du passé. 8 minutes dans le passé, certes, un passé très proche, mais un passé quand même. Si le soleil s'éteignait soudainement, vous continueriez à le voir briller pendant 8 minutes encore. 8 minutes de lumière déjà en route, traversant l'espace, ignorante de la catastrophe qui l'a engendrée. 8 minutes pendant lesquelles vous vivriez dans l'ignorance totale. 8 minutes de fausse sécurité avant que l'obscurité ne vous atteigne. C'est une pensée étrange, n'est-ce pas? Le présent que vous voyez n'est jamais vraiment le présent. C'est toujours un décalage, si infime soit-il. Même la lumière de la lampe à côté de votre lit met un temps infinitésimal pour atteindre vos yeux. Un temps si court qu'il est imperceptible, mais un temps quand même. Vous ne voyez jamais le monde en temps réel. Vous voyez toujours un écho du passé, une reconstruction de ce qui était, il y a une fraction de seconde, une minute, une année, un millénaire. Pour le Soleil, ce délai est de 8 minutes. Pour la Lune, c'est un peu plus d'1 seconde. Pour Proxima du Centaure, c'est 4 ans et 2 mois. Pour le centre de notre galaxie, c'est 26 000 ans. Pour Andromède, c'est 2,5 millions d'années. Et pour les galaxies les plus lointaines que nos télescopes peuvent observer, c'est des milliards d'années. Quand les astronomes pointent le télescope spatial Hubble ou le nouveau télescope James Webb vers les confins de l'univers observable, ils ne regardent pas simplement loin dans l'espace, ils regardent loin dans le temps. Ils observent des galaxies telles qu'elles étaient quand l'univers était jeune, quand la Terre n'existait pas encore, quand le Soleil n'était même pas né. Ces images sont des fossiles lumineux, des empreintes du passé cosmique, des témoignages d'époques si anciennes que notre esprit refuse de les appréhender. Les galaxies les plus lointaines que nous observons se trouvent à plus de 13 milliards d'années-lumière. Leur lumière a voyagé pendant 13 milliards d'années pour nous atteindre. Elle a quitté sa source quand l'univers avait moins d'1 milliard d'années, quand il était encore un enfant cosmique, chaotique et turbulent. Ces galaxies que nous voyons n'existent probablement plus sous cette forme. En 13 milliards d'années, elles ont eu le temps de fusionner avec d'autres galaxies, de se transformer complètement, peut-être même de disparaître. Les étoiles que nous voyons en elles sont mortes depuis des éons. Leurs planètes, si elles en avaient, ont peut-être été englouties par des géantes rouges mourantes ou dispersées par des collisions galactiques. Tout ce que nous voyons là-bas est un fantôme, un spectre lumineux, une illusion persistante du passé profond. Et pourtant, c'est tout ce que nous avons. Ces fantômes sont notre seul accès à l'histoire de l'univers. Ces échos lumineux sont les seuls témoignages des époques révolues. Sans eux, nous serions aveugles au passé cosmique. Nous ne saurions rien de ce qui s'est passé avant notre naissance, avant la naissance de notre Soleil, avant la formation de notre galaxie. La lumière est notre machine à remonter le temps. Une machine imparfaite, certes, une machine à sens unique qui ne nous montre que le passé sans nous permettre d'y retourner. Mais une machine quand même. Et elle fonctionne automatiquement, constamment, sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Chaque nuit, quand vous levez les yeux vers les étoiles, vous utilisez cette machine.
Vous voyagez dans le temps sans bouger d'un centimètre. Vous contemplez simultanément des époques différentes, des passés superposés, une mosaïque temporelle étalée sur le dôme du ciel. Cette étoile brillante là-bas vous montre peut-être comment elle était il y a 100 ans. Celle-ci, plus faible, vous montre son état d'il y a 1000 ans. Et cette galaxie à peine visible, si vous avez des jumelles assez puissantes pour l'apercevoir, vous montre un passé de millions d'années. Vous ne regardez pas un ciel, vous regardez des strates de temps empilées les unes sur les autres, des couches d'histoire cosmique exposées à votre regard. Un musée vivant de tout ce qui fut, étalé au-dessus de votre tête chaque nuit. C'est vertigineux quand on y pense vraiment. Vertigineux et un peu effrayant. Car cela signifie que nous ne pouvons jamais connaître l'état actuel de l'univers. Nous sommes condamnés à toujours observer le passé. L'univers tel qu'il est vraiment en ce moment précis nous est fondamentalement inaccessible. Et il le restera toujours. Même si nous développions des technologies inimaginables, même si nous devenions une civilisation galactique capable de voyager entre les étoiles, nous ne pourrions jamais voir l'univers en temps réel. La vitesse de la lumière est une limite absolue. Aucune information ne peut voyager plus vite. Donc aucune image, aucun signal, aucune donnée ne peut nous parvenir instantanément depuis les étoiles lointaines. Nous sommes prisonniers du cône de lumière passé, enfermés dans une bulle de causalité dont les murs sont faits de photons en voyage. Et cette bulle grandit avec le temps, certes. Chaque seconde, de nouveaux photons nous atteignent depuis des régions légèrement plus lointaines. Chaque instant, notre horizon observable s'étend d'un tout petit peu. Mais nous ne rattraperons jamais le présent cosmique. Nous serons toujours en retard. Toujours à contempler ce qui fut, jamais ce qui est. Cette réalité a des implications philosophiques profondes. Elle nous force à repenser ce que nous entendons par maintenant. Car le maintenant que nous percevons n'est pas le même maintenant que celui qui existe sur une planète lointaine. La simultanéité elle-même devient une illusion, un concept qui n'a de sens qu'à l'échelle locale. À l'échelle cosmique, il n'y a pas de maintenant partagé. Il n'y a que des maintenant relatifs, chacun enfermé dans sa propre bulle de causalité. Quand vous vous demandez ce qui se passe maintenant sur une planète autour de Proxima du Centaure, la question elle-même n'a pas vraiment de sens. Car votre maintenant et le maintenant de cette planète ne sont pas connectés de manière simple. Ils sont séparés par 4 années-lumière d'espace et de temps. Ce que vous appelez maintenant là-bas est une abstraction, une projection, une fiction utile mais fondamentalement invérifiable. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe maintenant sur cette planète. Vous ne pouvez savoir que ce qui s'y passait il y a 4 ans, quand la dernière lumière que vous recevez d'elle est partie. Et le temps que vous receviez cette information, 4 ans de plus, se seront écoulés là-bas. Vous serez toujours en retard, toujours décalé, toujours à observer des fantômes. C'est une forme d'isolement temporel qui s'ajoute à l'isolement spatial. Nous ne sommes pas seulement séparés des autres mondes par des distances impossibles. Nous sommes séparés d'eux par des gouffres de temps. Des gouffres qui rendent toute communication vraie, toute compréhension mutuelle du présent, fondamentalement impossible. Imaginez une civilisation extraterrestre avancée vivant dans une galaxie à 1 milliard d'années-lumière. Si cette civilisation existe, elle vit dans un présent que nous ne connaîtrons jamais. Si elle nous observe en ce moment, elle ne voit pas la Terre d'aujourd'hui. Elle voit la Terre d'il y a 1 milliard d'années, quand la vie sur notre planète n'était encore que des organismes unicellulaires dans les océans primitifs. Elle ne sait pas que nous existons. Elle ne peut pas le savoir. L'information de notre existence n'a pas encore eu le temps de lui parvenir. Et si elle envoyait un message vers nous aujourd'hui, ce message mettrait 1 milliard d'années à nous atteindre. Quand il arriverait, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Le Soleil lui-même serait peut-être mort. La Terre pourrait n'être plus qu'une cendre froide dérivant dans l'espace. C'est la tragédie de la communication cosmique. Nous pourrions être entourés de civilisations intelligentes, chacune envoyant des messages, chacune espérant être entendue, et pourtant, toutes condamnées à ne jamais se rencontrer. Car les messages arrivent toujours trop tard, toujours après que les civilisations qui les ont envoyés ont eu le temps de naître, de prospérer et de s'éteindre. L'univers pourrait être un immense cimetière de civilisations qui se sont manquées de justesse, des civilisations qui ont existé pendant des millénaires,
qui ont peut-être atteint des sommets de sagesse et de technologie, et qui ont disparu avant que leur premier message n'atteigne le monde habité le plus proche. Des civilisations dont les signaux voyagent encore dans le vide, cherchant des oreilles pour les entendre, alors que leurs émetteurs sont éteints depuis des millions d'années. Des bouteilles à la mer cosmique flottant éternellement vers des destinations qui ont peut-être cessé d'exister. C'est une vision solitaire de l'univers. Une vision où la vie, même abondante, reste isolée dans des bulles de temps et d'espace, où les rencontres sont impossibles, non pas parce que la vie est rare, mais parce que les distances et les durées sont trop grandes, où chaque civilisation est condamnée à vivre et mourir seule, ignorante de toutes les autres qui partagent son sort. Nous ne saurons peut-être jamais si cette vision est correcte. Nous ne saurons peut-être jamais si d'autres civilisations existent ou ont existé. Car même si elles sont là, même si elles sont nombreuses, les années-lumière qui nous séparent pourraient être des barrières infranchissables. Et cette incertitude est elle-même une forme de vertige. Une incertitude qui pourrait ne jamais être résolue. Une question qui pourrait rester sans réponse jusqu'à la fin de notre espèce. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Quelque chose qui concerne directement notre perception du cosmos et notre place en son sein. Car les années-lumière ne nous séparent pas seulement des autres mondes. Elles nous séparent aussi de nous-mêmes, de notre propre passé et de notre propre futur. Pensez à ceci. La lumière du soleil qui éclaire votre journée a quitté sa surface il y a 8 minutes. Mais la lumière qui a été créée au cœur du soleil, dans son noyau brûlant où la fusion nucléaire se produit, a mis beaucoup plus longtemps à émerger. Les photons créés au centre du soleil doivent ne voyager à travers des centaines de milliers de kilomètres de plasma dense avant d'atteindre la surface. Et ce voyage, à cause des innombrables collisions et absorptions en chemin, prend en moyenne 100 000 ans. 100 000 ans. La lumière que vous voyez aujourd'hui, qui vous semble si immédiate, si présente, a été créée il y a 100 000 ans dans le noyau de notre étoile. Elle a commencé son voyage quand nos ancêtres étaient encore des chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes. Elle a traversé le plasma solaire pendant que toute l'histoire de la civilisation humaine se déroulait sur Terre. Et elle a finalement émergé à la surface et voyagé jusqu'à nous, portant en elle l'énergie de réactions nucléaires vieilles de 100 millénaires. Chaque rayon de soleil qui touche votre peau est un ancien. Un vénérable voyageur venu des profondeurs du temps. Un messager d'une époque où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture, les villes, la philosophie. Et pourtant, ce rayon vous semble neuf. Il vous semble instantané. Il vous semble faire partie de votre présent immédiat. C'est l'illusion que la lumière crée. L'illusion de l'immédiateté. L'illusion que ce que nous voyons est ce qui est. Alors qu'en réalité, tout ce que nous voyons est ce qui était. Des échos, des ombres, des réflexions du passé projetées sur l'écran de notre conscience présente. Cette illusion est confortable. Elle nous permet de fonctionner dans le monde quotidien sans être paralysés par le vertige du temps. Elle nous permet de traiter notre environnement comme stable et présent, alors qu'il est en réalité une reconstruction constante à partir de données déjà anciennes. Mais quand on regarde le ciel nocturne, l'illusion se fissure. Car là-haut, les délais deviennent évidents, les décalages deviennent visibles. Et soudain, on réalise que le présent n'existe pas vraiment. Pas de la manière dont nous le pensons habituellement. Il n'y a que des passés, plus ou moins proches, plus ou moins lointains, tous convergeant vers notre point d'observation comme des vagues sur une plage. Et nous, sur cette plage, recevons ces vagues sans jamais pouvoir nager à contre-courant, sans jamais pouvoir remonter vers leur source, sans jamais pouvoir vérifier si la mer d'où elles viennent existe encore. C'est une position étrange pour des êtres qui se croient au centre de leur univers. Une position d'observateur passif, recevant des informations sans jamais pouvoir les confirmer. Une position de spectateur regardant un film dont on ne sait jamais s'il est encore en train d'être tourné. Les étoiles que nous voyons sont peut-être mortes. Les galaxies que nous observons se sont peut-être disloquées. Les structures cosmiques que nous cartographions ont peut-être changé au-delà de toute reconnaissance. Nous ne le savons pas.
Nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne pouvons que recevoir la lumière ancienne et faire des suppositions sur ce qui se passe là-bas maintenant. Et ces suppositions resteront à jamais invérifiables. Car le temps que nous envoyons une sonde pour vérifier, le temps que cette sonde arrive et renvoie des données, des siècles, des millénaires, des millions d'années se seront écoulés. Et le présent que nous voulions vérifier sera devenu lui aussi un passé lointain. Nous sommes prisonniers d'un perpétuel retard, d'un éternel décalage, d'une distance temporelle qui nous sépare de tout ce qui n'est pas notre environnement immédiat. Et même notre environnement immédiat n'est pas vraiment présent. Il est simplement moins passé que le reste. C'est une réalité qui peut sembler déstabilisante. Une réalité qui remet en question nos intuitions les plus fondamentales sur le temps et l'espace. Mais c'est aussi une réalité qui révèle quelque chose de profond sur la nature de l'existence. Car si tout ce que nous percevons est passé, alors le passé n'est pas vraiment mort. Il continue de nous atteindre. Il continue de nous toucher. Il continue de nous informer et de nous transformer. Les photons anciens qui entrent dans vos yeux cette nuit ont voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires pour vous atteindre. Et maintenant, ils sont là. Ils font partie de votre expérience présente. Le passé lointain devient votre présent immédiat. C'est une forme de résurrection, en quelque sorte. Une manière pour les époques révolues de continuer à exister, à être perçues, à avoir un impact. Les étoiles mortes depuis des millénaires continuent de briller dans notre ciel. Les galaxies transformées depuis des éons continuent de nous montrer leur forme ancienne. Le passé refuse de disparaître complètement. Il persiste sous forme de lumière voyageuse. Et nous, récepteurs de cette lumière, sommes les gardiens involontaires de ces mémoires cosmiques, les témoins d'époques que personne d'autre ne peut voir de notre point de vue. Chaque position dans l'univers a une vue unique sur le passé. Chaque point d'observation reçoit un ensemble différent de photons, portant des histoires différentes, venues de directions différentes. Si d'autres civilisations existent ailleurs dans le cosmos, elles voient un univers différent du nôtre. Non pas un univers physiquement différent, mais un univers temporellement différent. Elles reçoivent d'autres tranches du passé, d'autres échos d'autres événements. Elles sont les gardiennes d'autres mémoires. Et si jamais nous pouvions communiquer avec elles, nous pourrions échanger nos mémoires, partager nos visions différentes du même cosmos, reconstituer une image plus complète de ce qui fut. Mais même cela reste un rêve lointain, car les années-lumière nous séparent de ces autres points de vue. Et le temps que nous échangions nos informations, de nouvelles couches de passé se seraient accumulées, de nouvelles mémoires à partager, de nouveaux échos à transmettre. La connaissance cosmique est une quête sans fin, un puzzle dont les pièces arrivent au compte-gouttes, à la vitesse de la lumière, depuis les 4 coins de l'univers. Et nous assemblons ces pièces du mieux que nous pouvons. Nous construisons notre compréhension morceau par morceau, photon par photon, écho par écho. C'est un travail de patience infinie. Un travail que des générations ont accompli avant nous et que des générations accompliront après nous. Nous sommes les maillons d'une chaîne de compréhension qui s'étend à travers le temps. Les héritiers des astronomes anciens qui ont nommé les constellations. Les précurseurs des astronomes futurs qui verront des photons que nous ne verrons jamais. Et ensemble, à travers les âges, nous tissons une tapisserie de connaissances à partir des fils lumineux qui nous parviennent du cosmos. C'est peut-être notre plus grande œuvre collective, cette lente, patiente, humble accumulation de savoir, cette acceptation de nos limitations et cette persévérance malgré elles, cette volonté de comprendre même ce que nous ne pouvons pas toucher. Laissez cette pensée vous accompagner dans votre sommeil. Les années-lumière sont des gouffres, oui. Des barrières, oui. Des murs de temps et d'espace, oui. Mais ce sont aussi des ponts lumineux qui relient le passé au présent. Des ponts qui nous permettent de voir ce qui fut, même si nous ne pouvons pas y aller. Des ponts fragiles faits de photons, mais des ponts quand même. Et nous les traversons chaque nuit sans même y penser. Nous voyageons dans le temps à chaque regard vers le ciel. Nous communions avec le passé à chaque étoile observée. Nous recevons les messages du cosmos à chaque photon capté par nos yeux. C'est un privilège extraordinaire. Un privilège dont nous sommes rarement conscients. Mais cette nuit, vous l'êtes. Cette nuit, vous savez.
et cette connaissance vous accompagnera désormais chaque fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles. Nous avons exploré ensemble les distances impossibles qui nous séparent des étoiles. Nous avons ressenti le vertige du temps qui s'écoule entre leur lumière et nos yeux. Nous avons compris que chaque regard vers le ciel est un voyage dans le passé. Mais maintenant, nous allons pénétrer dans un territoire encore plus troublant. Un territoire où les années-lumière révèlent quelque chose de fondamental sur l'énergie, sur la violence, sur les forces qui façonnent le cosmos. Car l'univers n'est pas un lieu paisible. Il n'est pas le jardin tranquille que nos ancêtres imaginaient quand ils contemplaient les étoiles fixes. L'univers est un champ de bataille, un théâtre de violence si extrême que notre esprit refuse de les concevoir. Et les années-lumière, ces mesures de distance que nous avons tant de mal à appréhender, sont aussi les mesures de ces cataclysmes, les témoins silencieux de destruction à des échelles qui défient l'imagination. Commençons par quelque chose de relativement proche, notre propre Soleil, cette boule de feu qui nous semble si stable, si fiable, si bienveillante. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. 600 millions de tonnes par seconde. Dans ce processus, environ 4 millions de tonnes de matière sont directement transformées en énergie pure. 4 millions de tonnes d'étoffes cosmiques qui cessera d'exister en tant que matière et deviennent lumière, chaleur, rayonnement. C'est l'équation d'Einstein en action. E égale mc². La masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré donne l'énergie. Et quand vous multipliez même une petite masse par le carré de 300 000 km par seconde, vous obtenez des chiffres vertigineux. L'énergie libérée par le Soleil chaque seconde est équivalente à l'explosion de milliards de bombes nucléaires. Des milliards chaque seconde, sans interruption, depuis 4 milliards et demi d'années. Et pour encore 5 milliards d'années à venir. Cette violence nucléaire continue est ce qui nous maintient en vie. C'est cette fureur thermonucléaire qui réchauffe notre planète, qui fait pousser les plantes, qui alimente les chaînes alimentaires, qui permet à la vie d'exister. Nous vivons grâce à une explosion permanente, une bombe qui n'arrête jamais de détonner. Une violence si constante que nous l'avons normalisée, que nous l'appelons simplement le Soleil qui brille. Mais le Soleil n'est qu'une étoile moyenne, une étoile de taille modeste, de puissance ordinaire. Il existe des étoiles dans notre galaxie qui font paraître le Soleil insignifiant. Des étoiles si massives, si brillantes, si énergétiques que leur simple existence semble défier les lois de la physique. Prenons par exemple une étoile comme Eta Carinae, située à environ 7500 années-lumière de nous. Cette étoile est environ 100 fois plus massive que notre Soleil. Elle brille avec une intensité de plusieurs millions de soleils. Plusieurs millions. Si Eta Carinae était à la place de notre Soleil, la Terre serait instantanément vaporisée. Tout le système solaire intérieur serait englouti dans son enveloppe de gaz incandescent. C'est une étoile si violente qu'elle est instable. Elle éjecte régulièrement des quantités colossales de matière dans l'espace. Des éruptions qui libèrent plus d'énergie en quelques semaines que le Soleil n'en produira en toute son existence. Et un jour, cette étoile explosera. Elle deviendra une supernova. Et cette explosion sera visible depuis la Terre, même en plein jour. Une nouvelle étoile apparaîtra soudainement dans notre ciel, brillant peut-être aussi fort que la Lune. Et ce sera le fantôme d'un événement qui s'est produit il y a 7500 ans. Car c'est la distance en années-lumière. Si Eta Carinae explosait maintenant, en ce moment précis, nous ne le saurions pas avant 7500 années. La lumière de l'explosion voyagerait vers nous pendant tout ce temps. Et quand elle arriverait enfin, les civilisations qui l'observeraient seraient peut-être totalement différentes de la nôtre. 7500 ans. C'est plus du double de toute l'histoire écrite de l'humanité. La lumière de cette explosion traverserait l'espace pendant que des empires naîtraient et tomberaient sur Terre. Pendant que des langues évolueraient et s'éteindraient. Pendant que des technologies inimaginables aujourd'hui seraient inventées et peut-être oubliées. Et pendant tout ce temps, l'explosion continuerait son voyage silencieux vers nous, ignorante de tout ce qui se passe sur notre petite planète.
indifférentes à nos civilisations et à nos préoccupations. Simplement en route, à la vitesse de la lumière, ni plus vite, ni plus lentement. Mais les supernovae, aussi spectaculaires soient-elles, ne sont pas les événements les plus violents de l'univers. Il existe des cataclysmes encore plus extrêmes, des phénomènes si énergétiques qu'ils semblent appartenir à un univers de science-fiction plutôt qu'à la réalité. Les sursauts gamma, par exemple. Ces explosions brèves et incroyablement puissantes sont les événements les plus énergétiques connus dans l'univers depuis le Big Bang. Un sursaut gamma typique libère en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil n'en produira en 10 milliards d'années d'existence. En quelques secondes. 10 milliards d'années de production solaire compressée en un éclair cosmique. Ces sursauts sont probablement causés par l'effondrement d'étoiles massives en trous noirs ou par la fusion de deux étoiles à neutrons. Des événements d'une violence si concentrée qu'ils déchirent le tissu même de l'espace-temps. Et nous les détectons régulièrement. Nos satellites observent des sursauts gamma presque chaque jour, venant de galaxies lointaines, à des milliards d'années-lumière. Des explosions qui se sont produites il y a des milliards d'années, quand la vie sur Terre n'existait pas encore, et dont la lumière nous parvient seulement maintenant. Si un sursaut gamma se produisait suffisamment près de nous et était dirigé vers la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Le rayonnement intense détruirait notre couche d'ozone. La surface de la planète serait bombardée de radiations mortelles. La vie complexe pourrait être anéantie. Certains scientifiques pensent que des extinctions massives dans le passé de la Terre ont pu être causées par de tels événements. Des sursauts gamma lointains dont le faisceau mortel a balayé notre planète par hasard. Et nous ne pourrions rien y faire. Nous ne verrions même pas venir le danger, car le rayonnement gamma voyage à la vitesse de la lumière. Il arriverait en même temps que la première indication de son existence. Pas d'avertissement, pas de préparation possible. Juste un éclair de destruction venu des profondeurs du cosmos. C'est une pensée inconfortable. L'idée que nous pourrions être anéantis par un événement survenu à des milliers d'années-lumière, il y a des milliers d'années, et dont nous ignorons totalement l'existence. Un assassin cosmique en route depuis des millénaires, voyageant silencieusement vers nous à travers le vide. Et nous, ignorants et vulnérables, continuons nos vies quotidiennes sans savoir que la mort approche. Bien sûr, les probabilités sont faibles. L'espace est vaste. Les sursauts gamma sont rares. Et leurs faisceaux sont étroits. La chance qu'un tel faisceau soit dirigé précisément vers nous est minuscule. Mais elle n'est pas nulle. Et sur des échelles de temps cosmiques, même les événements improbables finissent par se produire. C'est l'une des leçons que les années-lumière nous enseignent. Notre sentiment de sécurité est une illusion. Notre impression de vivre dans un univers stable et prévisible est une construction de notre esprit limité. En réalité, nous flottons sur un radeau fragile au milieu d'un océan de violence. Un océan où des tempêtes d'une puissance inimaginable font rage constamment. Et le seul fait que ces tempêtes soient lointaines, séparées de nous par des années-lumière de vide, ne garantit pas notre sécurité. Car dans l'univers, lointain ne signifie pas inaccessible. Lointain signifie simplement que les conséquences mettront du temps à nous atteindre. Mais elles peuvent nous atteindre, et elles nous atteindront, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Parlons maintenant des trous noirs. Ces objets si denses, si massifs, que même la lumière ne peut s'en échapper. Des gouffres dans le tissu de l'espace-temps. Des puits de gravité infinis où les lois de la physique telles que nous les comprenons cessent de fonctionner. Le trou noir le plus proche connu de nous se trouve à environ 1000 années-lumière. 1000 années-lumière, cela semble loin, cela semble sûr, mais considérez ceci. Il existe probablement des millions, peut-être des milliards de trous noirs dans notre galaxie seule. La plupart sont invisibles, par définition. Ils n'émettent pas de lumière. Ils ne peuvent être détectés que par leurs effets gravitationnels sur les objets environnants, ou par le rayonnement émis quand de la matière tombe en eux. Beaucoup de ces trous noirs errent librement à travers la galaxie. Des vagabonds cosmiques, vestiges d'étoiles mortes depuis longtemps, dérivant dans le vide entre les étoiles. Nous ne savons pas où ils sont tous. Nous ne pouvons pas les voir. Et l'un d'eux pourrait théoriquement passer près de notre système solaire sans que nous le sachions avant qu'il soit trop tard. Ces effets gravitationnels perturberaient les orbites des planètes.
Des comètes et des astéroïdes seraient déviés vers l'intérieur du système solaire. La Terre elle-même pourrait être arrachée de son orbite confortable autour du Soleil, projetée dans le vide glacial de l'espace interstellaire, ou précipitée vers le Soleil, ou éjectée de la galaxie elle-même. Encore une fois, les probabilités sont infimes. L'espace entre les étoiles est si vaste que les collisions ou les passages rapprochés sont extraordinairement rares. Notre système solaire a survécu 4,5 milliards d'années sans incident majeur de ce type. Mais la possibilité existe, et elle existera toujours. C'est le prix de vivre dans un univers dynamique, un univers où des masses énormes se déplacent, s'attirent, interagissent, un univers où la stabilité apparente n'est qu'une pause entre les catastrophes. Au centre de notre propre galaxie se trouve un trou noir supermassif, Sagittarius A étoile, comme l'appellent en Alpes les astronomes. Ce monstre a une masse équivalente à environ 4 millions de soleils. 4 millions de masses solaires concentrées dans un volume plus petit que l'orbite de Mercure. Une densité si extrême qu'elle défie l'imagination. Ce trou noir se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous. Une distance respectable, une distance de sécurité, pourrait-on penser. Et pourtant, son influence se fait sentir à travers toute la galaxie. Des étoiles orbitent autour de lui à des vitesses vertigineuses. Certaines ont été observées voyageant à des milliers de kilomètres par seconde, projetées dans des orbites folles par l'attraction gravitationnelle de ce géant. Parfois, de la matière tombe dans le trou noir, des nuages de gaz, des étoiles malchanceuses, des débris cosmiques. Quand cela se produit, le trou noir s'illumine brièvement. Pas le trou noir lui-même, bien sûr, qui reste invisible, mais le disque de matière qui tourbillonne autour de lui avant de franchir l'horizon des événements. Cette matière est chauffée à des températures de millions de degrés par friction et compression. Elle émet un rayonnement intense dans toutes les longueurs d'onde. Et puis, elle disparaît à jamais derrière l'horizon, dans un endroit d'où aucune information ne peut s'échapper. C'est peut-être l'image la plus terrifiante de l'univers. Un point de non-retour absolu. Une frontière au-delà de laquelle tout est perdu. Pas détruit, peut-être, mais inaccessible. Séparé de notre univers pour l'éternité. Car au-delà de l'horizon des événements, les années-lumière perdent leur sens. Le temps lui-même se comporte de manière étrange. Pour un observateur tombant dans un trou noir, le passage de l'horizon pourrait sembler insignifiant. Mais pour un observateur extérieur, cet instant serait étiré à l'infini. La personne tombant semblerait se figer à la frontière, sa lumière rougissant et s'affaiblissant, mais ne disparaissant jamais complètement. Un fantôme éternel, coincé à la limite du néant. C'est la relativité à son extrême. Les années-lumière, le temps, la distance, tout se déforme et se tord près de ces monstres gravitationnels. Les concepts qui nous permettent de comprendre l'univers ordinaire cessent de fonctionner. Nous atteignons les limites de notre physique, les bords de notre compréhension, les frontières au-delà desquelles la science devient spéculation et philosophie. Et ces frontières existent réellement, là-bas, dans le cosmos. Elles ne sont pas des abstractions mathématiques, ce sont des lieux physiques, des endroits où nos équations s'effondrent, des régions où nous ne savons plus ce qui se passe. C'est peut-être l'ultime leçon des années-lumière. Non seulement nous ne pouvons pas atteindre la plupart de l'univers, mais même ce que nous pouvons observer reste en partie incompréhensible. Les mystères ne sont pas seulement dus à la distance, ils sont inhérents à la nature, même du cosmos. Des questions sans réponse, des phénomènes qui défient notre intuition, des réalités qui refusent de se plier à notre désir de compréhension. Pensons maintenant à l'échelle encore plus grande, l'univers observable tout entier. Nous avons mentionné qu'il s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Un chiffre qui semble contredire ce que nous avons dit plus tôt. Si l'univers n'a que 13,8 milliards d'années, comment peut-il avoir un diamètre de 93 milliards d'années-lumière ? La réponse tient à l'expansion de l'espace lui-même. Pendant que la lumière voyageait vers nous depuis les confins de l'univers, l'espace entre nous et ces régions lointaines s'étirait, s'étendait, se dilatait. Les galaxies qui ont émis cette lumière il y a 13 milliards d'années
sont maintenant beaucoup plus loin qu'elles ne l'étaient alors. L'espace a grandi entre-temps. C'est comme si vous marchiez sur un tapis roulant qui s'étire pendant que vous avancez. Vous avez parcouru une certaine distance, mais le point de départ est maintenant beaucoup plus loin qu'au moment où vous avez commencé. Cette expansion continue de s'accélérer. L'énergie sombre, cette force mystérieuse qui compose environ 68% de l'univers, pousse l'espace à se dilater de plus en plus vite. Et les conséquences sont troublantes. Des galaxies qui sont aujourd'hui visibles dans nos télescopes disparaîtront progressivement de notre horizon observable. Leur lumière, étirée par l'expansion, deviendra de plus en plus rouge, de plus en plus faible. Et finalement, elle ne nous atteindra plus du tout. Ces galaxies seront perdues pour nous, pas détruites, simplement inaccessibles, emportées par l'expansion de l'espace lui-même, au-delà de toute possibilité de contact. C'est comme si l'univers se fragmentait lentement, comme si les différentes parties du cosmos se séparaient les unes des autres, s'éloignaient dans leur bulle d'espace-temps isolée, perdaient tout contact, toute possibilité de communication. Dans des milliards d'années, les observateurs de notre région de l'univers, s'il en existe encore, regarderont un ciel presque vide. Ils verront notre groupe local de galaxies, fusionné depuis longtemps en une seule méga-galaxie. Mais au-delà, il n'y aura rien. Que le vide, que l'obscurité, que le silence éternel de l'espace en expansion. Ces observateurs futurs pourraient faire croire qu'ils vivent dans un univers contenant une seule galaxie. Ils n'auraient aucune preuve que des billions d'autres galaxies existaient autrefois. Toute trace de ces galaxies aura été effacée par l'expansion. Même le fond diffus cosmologique, cet écho du Big Bang que nous pouvons encore détecter aujourd'hui, sera devenu indétectable, étiré au-delà de toute mesure possible. Ces êtres futurs seraient condamnés à une ignorance cosmique. Une ignorance non pas due à un manque d'intelligence ou de technologie, mais due aux limitations imposées par la physique elle-même. Ils ne pourraient tout simplement pas savoir ce que nous savons aujourd'hui. L'information leur serait fondamentalement inaccessible. C'est une pensée qui donne le vertige, l'idée que notre époque cosmique est privilégiée, que nous vivons à un moment où l'univers est encore suffisamment jeune, suffisamment compact, pour être observable dans sa diversité. Un moment qui ne durera pas éternellement. Un moment précieux que nous avons la chance de vivre. Nous sommes les témoins d'un univers encore visible, les gardiens d'une connaissance qui sera peut-être perdue un jour, les observateurs d'une réalité qui se cache progressivement à elle-même. C'est une responsabilité étrange, une responsabilité que nous n'avons pas choisie, mais une responsabilité qui est la nôtre, simplement parce que nous existons maintenant, à cette époque particulière de l'histoire cosmique. Laissez ces pensées flotter dans votre esprit, alors que vous vous détendez. La violence du cosmos, les forces qui nous dépassent, l'expansion qui nous isole, l'obscurité qui grandit. Ce ne sont pas des pensées effrayantes, pas vraiment. Ce sont des pensées qui mettent notre existence en perspective. Des pensées qui révèlent notre place dans le grand ordre des choses. Des pensées qui, paradoxalement, peuvent apporter une forme de paix. Car si nous sommes si petits, si éphémères, si insignifiants face à ces forces cosmiques, alors peut-être que nos soucis quotidiens sont eux aussi insignifiants. Peut-être que nous pouvons les laisser aller, les relâcher, les confier à l'immensité qui nous entoure, et simplement être, ici, maintenant, sur cette petite planète, sous ces étoiles anciennes, dans ce moment précieux de l'histoire de l'univers. Nous avons traversé ensemble les abîmes de distance et de temps. Nous avons contemplé la violence qui façonne le cosmos. Nous avons ressenti l'isolement que les années-lumière imposent à toute forme de vie dans l'univers. Maintenant, nous allons nous aventurer dans un territoire encore plus intime. Un territoire qui concerne directement notre existence, notre conscience, notre place dans cette immensité qui nous dépasse. Car les années-lumière ne sont pas seulement des mesures de l'espace extérieur. Elles sont aussi des miroirs qui nous renvoient notre propre image, des révélateurs de ce que nous sommes vraiment, des instruments de compréhension de notre condition d'être pensant dans un univers apparemment indifférent. Commençons par une question simple. Pourquoi sommes-nous capables de nous poser ces questions ? Pourquoi des créatures faites de carbone et d'eau
vivant sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, ont-elles développé la capacité de contempler les distances cosmiques, de mesurer les années-lumière, de ressentir le vertige de l'infini? La réponse nous ramène aux étoiles elles-mêmes, car nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité physique. Les atomes qui composent votre corps, le carbone de vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, tous ces éléments ont été forgés dans le cœur d'étoiles anciennes. Des étoiles qui ont vécu et sont mortes bien avant la naissance de notre Soleil. Quand l'univers est né, il y a 13,8 milliards d'années. Il ne contenait pratiquement que de l'hydrogène et de l'hélium. Les deux éléments les plus simples, rien d'autre. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, pas de calcium. Rien de ce qui est nécessaire pour construire des planètes rocheuses ou des êtres vivants. Ces éléments plus lourds ont dû être créés, et ils l'ont été dans les fournaises nucléaires des premières étoiles. Des étoiles géantes, massives, brûlant férocement pendant quelques millions d'années seulement avant d'exploser en supernova. Dans ces explosions cataclysmiques, les éléments forgés au cœur des étoiles ont été dispersés dans l'espace. Des nuages de gaz enrichis en carbone, en oxygène, en fer, se sont répandus à travers les galaxies. Ces nuages se sont ensuite condensés pour former de nouvelles étoiles, entourées cette fois de planètes rocheuses, des planètes comme la Terre. Et sur au moins une de ces planètes, la chimie complexe permise par ces éléments lourds a donné naissance à la vie, puis à la conscience, puis à des êtres capables de lever les yeux vers le ciel et de se demander d'où ils viennent. C'est un cycle cosmique d'une beauté vertigineuse. Les étoiles créent les éléments créent les planètes créent la vie crée la conscience, et la conscience contemple les étoiles qui l'ont créée. Nous sommes l'univers qui se regarde lui-même, des morceaux de cosmos devenus suffisamment complexes pour se poser des questions sur leur propre existence, des amas d'atomes stellaires ayant acquis la capacité de mesurer les distances qui les séparent de leur lieu de naissance. Quand vous regardez une étoile lointaine, vous regardez peut-être une cousine du Soleil qui a forgé les atomes dont vous êtes fait. Vous regardez peut-être une parente stellaire, séparée de vous par des centaines ou des milliers d'années-lumière, mais liée à vous par une généalogie cosmique. Les années-lumière qui vous séparent de cette étoile sont aussi les années-lumière qui vous séparent de vos propres origines. Car les atomes de votre corps ont voyagé pendant des milliards d'années avant de vous constituer. Ils ont traversé l'espace interstellaire. Ils ont été incorporés dans des nuages de gaz, puis dans des planétésimaux, puis dans la Terre elle-même. Ils ont fait partie de roches, d'océans, de créatures anciennes, avant de finir par vous composer. Vous êtes l'aboutissement temporaire d'un voyage cosmique qui a commencé il y a des milliards d'années. Un voyage mesuré en années-lumière et en éons. Un voyage qui continuera après vous, quand les atomes qui vous composent retourneront à la Terre, puis peut-être un jour aux étoiles. Cette perspective peut sembler écrasante. Elle peut sembler réduire notre importance à néant. Si nous ne sommes que des arrangements temporaires d'atomes stellaires, quelle signification peut avoir notre existence? Mais on peut aussi voir les choses différemment, car de tous les arrangements possibles de ces atomes, nous sommes l'un des plus extraordinaires. Nous sommes des arrangements capables de penser, de ressentir, d'aimer, de créer, de contempler notre propre nature et celle de l'univers qui nous a engendrés. Sur les billions de tonnes de matière qui composent notre galaxie, une fraction infinitésimale s'est organisée de manière à devenir consciente. Et nous faisons partie de cette fraction. Nous sommes la matière rare, la matière privilégiée, la matière qui sait qu'elle existe. C'est peut-être cela, notre véritable signification. Non pas d'être grand ou durable ou puissant, mais d'être conscient, d'être les témoins de l'univers, les observateurs qui donnent un sens à tout ce qui existe. Car sans conscience pour l'observer, que serait l'univers? Une immensité de matière et d'énergie dansant dans le vide. Des étoiles naissant et mourant sans que personne ne le sache. Des galaxies tournoyant en silence pendant des milliards d'années. De la beauté sans personne pour la contempler. De la grandeur sans personne pour s'en émerveiller. Nous apportons quelque chose à l'univers que l'univers ne pourrait pas avoir sans nous.
nous apportons le regard, l'émerveillement, la question, la conscience de soi. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que notre rôle n'est pas de conquérir les étoiles ou de traverser les années-lumière. Peut-être que notre rôle est simplement d'être là, d'observer, de témoigner, de ressentir le vertige et la beauté de tout ce qui nous entoure. C'est une vocation humble, mais c'est peut-être la plus importante de toutes, car sans témoin, que reste-t-il de l'existence ? Les années-lumière nous enseignent aussi quelque chose sur le temps, sur notre temps à nous, sur la brièveté de nos vies, comparée à l'immensité des durées cosmiques. Une vie humaine typique dure environ 80 ans. 80 révolutions de la Terre autour du Soleil. C'est à peine le temps qu'il faut à la lumière pour voyager de nous jusqu'à une étoile modérément proche et revenir. Pendant votre vie entière, la lumière d'une étoile située à 40 années-lumière ne fera qu'un aller-retour. Pendant votre vie entière, la lumière que vous voyez d'Andromède aura à peine bougé sur l'échelle de son voyage de 2,5 millions d'années. Nous sommes des éphémères, des étincelles de conscience brillant brièvement dans l'obscurité cosmique, des feux follets dansant un instant avant de s'éteindre. Cette brièveté peut sembler tragique, elle peut sembler rendre nos vies insignifiantes, mais elle leur donne aussi une valeur particulière, car ce qui est rare est précieux, et la conscience est extraordinairement rare. Chaque instant de conscience est un miracle statistique. Chaque moment où vous êtes éveillé, pensant, ressentant, est un événement d'une improbabilité cosmique. Des conditions très précises ont dû être réunies pour que vous existiez. Une étoile de la bonne taille et de la bonne composition. Une planète à la bonne distance, avec la bonne atmosphère, les bons éléments. Des milliards d'années d'évolution chimique puis biologique. Des extinctions massives qui ont éliminé certaines espèces et permis à d'autres de prospérer. Une chaîne ininterrompue d'ancêtres qui ont survécu, qui se sont reproduits, qui ont transmis leur patrimoine génétique jusqu'à vous. La probabilité que vous existiez, vous, précisément, avec votre conscience unique, est si infinitésimale qu'elle en est presque nulle. Et pourtant, vous êtes là, vous existez. Vous lisez ces mots ou vous les écoutez, vous pensez, vous ressentez, c'est extraordinaire, c'est miraculeux au sens statistique du terme, et cela devrait être célébré. Les années-lumière nous rappellent cette improbabilité, car dans toute cette immensité, sur toutes ces distances impossibles, parmi tous ces billions de galaxies et ces billions d'étoiles, la conscience pourrait être extraordinairement rare, peut-être même unique. Nous ne savons pas. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'autres consciences dans l'univers. Nous espérons qu'elles existent, nous cherchons leurs signaux, nous imaginons leurs formes possibles. Mais pour l'instant, nous sommes les seuls que nous connaissons. Les seuls témoins confirmés de cette immensité. Les seuls êtres dont nous savons avec certitude qu'ils contemplent les étoiles et se posent des questions. Cette solitude possible est vertigineuse, mais elle est aussi responsabilisante, car si nous sommes les seuls, alors nous portons un fardeau immense, le fardeau d'être les gardiens de la conscience dans l'univers, les dépositaires de la capacité de s'émerveiller, les protecteurs de cette flamme fragile qu'est la pensée. Et même si nous ne sommes pas les seuls, même si d'autres consciences existent là-bas, séparées de nous par des années-lumière infranchissables, notre responsabilité reste entière, car nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres civilisations viennent nous sauver ou nous guider. Nous devons trouver notre propre chemin, notre propre sagesse, notre propre manière de préserver et de nourrir la conscience que nous portons. C'est peut-être la leçon la plus profonde des années-lumière. L'isolement qu'elles imposent nous force à nous tourner vers nous-mêmes, à trouver en nous les ressources pour affronter l'immensité, à construire notre propre sens dans un univers qui n'en fournit pas. Car l'univers est silencieux. Il ne donne pas de réponse. Il ne fournit pas de mode d'emploi. Il se contente d'être là, vaste et indifférent, attendant que quelqu'un pose les questions. Et ce quelqu'un, c'est nous. Ces questions, ce sont les nôtres. Ces réponses que nous cherchons, nous devrons les construire nous-mêmes. C'est à la fois effrayant et libérateur. Effrayant parce que nous sommes seuls face à l'infini. Libérateur parce que nous sommes libres de créer notre propre signification. Personne ne nous dira ce que l'univers signifie.
Personne ne nous donnera la réponse toute faite. Nous devons la trouver ou la créer par nous-mêmes. Et peut-être que c'est cela, finalement, le sens de notre existence. Non pas de découvrir un sens préexistant caché quelque part dans le cosmos, mais de créer du sens là où il n'y en avait pas, d'apporter de la signification à un univers qui en était dépourvu, de transformer la matière brute en pensée, en émotion, en beauté, en amour. Nous sommes les créateurs de sens de l'univers, les artistes du cosmos, les poètes de l'infini. Et notre œuvre, même si elle ne dure qu'un instant à l'échelle cosmique, a une valeur inestimable, car elle est unique, elle est nôtre, elle est l'expression de cette capacité extraordinaire qu'a la matière de devenir consciente d'elle-même. Les années-lumière nous écrasent par leur immensité, mais elles nous élèvent aussi par le contraste qu'elles créent. Car plus l'univers est grand, plus notre conscience est précieuse. Plus les distances sont impossibles, plus notre capacité à les contempler est remarquable. Plus nous sommes petits, plus notre existence est improbable et donc miraculeuse. C'est le paradoxe de notre condition. Nous sommes insignifiants et extraordinaires à la fois. Éphémères et éternels dans notre impact, isolés et connectés à tout ce qui existe. Nous sommes des contradictions vivantes, des impossibilités statistiques devenues réalité, des arrangements improbables d'atomes stellaires ayant acquis la capacité de contempler les étoiles qui les ont créés. Et cette nuit, alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, vous pouvez vous reposer dans cette contradiction. Vous pouvez accepter d'être à la fois insignifiant et précieux, éphémère et éternel, seul et partie d'un tout immense, car c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous. Des étincelles de conscience dans l'obscurité cosmique, des témoins de l'univers, des créateurs de sens, des miracles statistiques ayant acquis la capacité de se reconnaître comme tels. Respirez profondément. Sentez votre corps se détendre. Sentez votre esprit s'apaiser. Vous êtes fait d'atomes forgés dans des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Vous êtes le produit de milliards d'années d'évolution cosmique puis biologique. Vous êtes l'aboutissement d'une chaîne ininterrompue de vie remontant aux premiers organismes apparus sur Terre. Vous êtes connecté à tout ce qui existe par les lois de la physique qui gouvernent l'univers. Et en même temps, vous êtes unique. Votre conscience est la vôtre et la vôtre seule. Votre expérience de l'univers est irremplaçable. Votre perspective sur l'existence n'a jamais existé avant et n'existera jamais après. Vous êtes un point de vue unique sur l'infini, une fenêtre irremplaçable ouverte sur le cosmos. Un observateur dont le regard donne sens à tout ce qu'il contemple. Les années-lumière qui vous séparent des étoiles ne diminuent pas votre importance, elles la soulignent, car malgré ces distances impossibles, malgré ces gouffres de temps et d'espace, vous êtes là. Vous pensez, vous ressentez, vous vous posez des questions, vous cherchez à comprendre, et cette quête de compréhension est peut-être la plus noble de toutes les entreprises. Elle ne nous mènera peut-être jamais à des réponses définitives. Elle ne nous permettra peut-être jamais de traverser les années-lumière qui nous séparent encore des étoiles. Mais elle nous élève. Elle nous définit. Elle fait de nous ce que nous sommes. Des êtres en quête de sens. Des consciences cherchant à comprendre leur propre existence. Des observateurs essayant de déchiffrer les mystères de l'univers qui les a engendrés. C'est notre vocation, notre mission, notre raison d'être. Et nous l'accomplissons simplement en étant là, en observant, en questionnant, en nous émerveillant. Laissez cette pensée vous bercer vers le sommeil. Vous êtes à votre place, exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire. Témoin de l'univers, créateur de sens, miracle de conscience dans l'immensité du cosmos. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les années-lumière. Un voyage qui nous a emmenés des distances familières de notre vie quotidienne jusqu'aux confins de l'univers observable. Un voyage qui nous a confrontés à l'immensité, à la violence, à l'isolement, à la beauté du cosmos. Un voyage qui nous a révélés à nous-mêmes, petits et grands à la fois, éphémères et précieux. Maintenant, dans cette dernière étape, nous allons rassembler tous les fils que nous avons tissés. Nous allons contempler l'ensemble du tableau que nous avons peint ensemble.
Et nous allons laisser cette contemplation nous porter vers un repos paisible. Car les années-lumière, finalement, ne sont pas seulement des mesures de ce qui nous sépare. Elles sont aussi des mesures de ce qui nous relie, des fils invisibles tendus à travers le cosmos, des ponts de lumière reliant passé et présent, ici et là-bas, nous et tout le reste. Chaque photon qui traverse ces distances impossibles porte en lui une information, un message, une histoire. Et quand ce photon atteint vos yeux, il établit une connexion entre vous et l'étoile qui l'a émis. Une connexion qui transcende le temps et l'espace. Une connexion qui fait de vous, l'observateur, une partie intégrante du phénomène observé. Sans votre regard, ce photon aurait voyagé pour rien. Il aurait traversé le vide pendant des années, des siècles, des millénaires, pour finir absorbé par une roche stérile ou perdu dans l'espace infini. Mais votre œil l'a capté. Votre rétine l'a transformé en signal nerveux. Votre cerveau l'a interprété comme une image, une sensation, une pensée. Et ainsi, le voyage du photon a trouvé son accomplissement. Vous êtes le point d'arrivée de voyages cosmiques innombrables, le terminus de photons parti il y a des éternités. Le récepteur de messages envoyés avant votre naissance, avant la naissance de votre espèce, parfois avant la formation de votre planète. C'est une responsabilité silencieuse. Une fonction que vous remplissez sans même y penser. Mais c'est peut-être la plus importante de toutes. Car vous donnez un sens à ces voyages. Vous les transformez en expériences. Vous les intégrez dans une conscience qui peut les apprécier, les comprendre, s'en émerveiller. Les années-lumière mesurent aussi le temps. Nous l'avons vu. Chaque regard vers le ciel est un regard vers le passé. Chaque étoile observée est un fantôme lumineux, une image d'antan, un écho de ce qui fut. Mais ce passé n'est pas mort. Il continue de nous atteindre. Il continue de nous toucher. Il continue de nous informer et de nous transformer. En un sens, le passé cosmique est plus présent que notre propre passé humain. Les souvenirs de notre enfance s'effacent progressivement. Les événements historiques deviennent abstraits, lointains, difficiles à imaginer. Mais la lumière des étoiles anciennes continue d'arriver, fraîche et vive, porteuse de son témoignage silencieux. Le cosmos se souvient pour nous. Il nous envoie constamment des rappels de ce qui fut, des images du passé projetées sur l'écran du ciel nocturne, des archives vivantes de l'histoire de l'univers. Et nous, récepteurs de ces archives, sommes les bibliothécaires de la mémoire cosmique, les gardiens des histoires que les étoiles nous racontent, les interprètes des messages que la lumière transporte à travers les années-lumière. C'est un rôle que nous n'avons pas choisi, mais c'est un rôle que nous remplissons simplement en existant, en étant là, en levant les yeux vers le ciel, en nous posant des questions. Pensez maintenant à tout ce que nous avons exploré ensemble cette nuit, les distances impossibles qui nous séparent des étoiles, les gouffres de temps que la lumière met à traverser, la violence des phénomènes cosmiques, supernova, sursauts gamma, trous noirs, l'expansion de l'univers qui nous isole progressivement, l'improbabilité miraculeuse de notre propre existence, la responsabilité que nous portons en tant que conscience observante. Tous ces éléments forment un tableau cohérent, un portrait de notre condition d'être pensant dans un univers qui nous dépasse infiniment. Et ce portrait, aussi vertigineux soit-il, n'est pas désespérant. Il est, d'une certaine manière, réconfortant, car il nous situe, il nous donne une place, il nous montre notre rôle dans le grand ordre des choses. Nous ne sommes pas perdus dans l'immensité. Nous sommes positionnés en son centre. Non pas au centre géométrique, bien sûr. L'univers n'a pas de centre géométrique, mais au centre de notre propre horizon observable, au centre de notre propre sphère de connaissance, au centre de tout ce que nous pouvons percevoir et comprendre. Chacun de nous est le centre de son propre univers observable. Chacun de nous occupe une position unique dans l'espace et le temps. Chacun de nous a une perspective irremplaçable sur l'existence. Et ces perspectives individuelles, aussi limitées soient-elles, sont la seule manière dont l'univers peut être connu. Car sans observateur, il n'y a pas d'observation. Sans conscience, il n'y a pas de connaissance. Sans nous, l'univers existerait peut-être, mais il ne serait pas connu.
il ne serait pas apprécié, il ne serait pas aimé. Nous apportons l'amour à l'univers. Cela peut sembler une affirmation étrange, mais pensez-y. La matière inerte n'aime pas. Les étoiles ne s'émerveillant pas de leur propre lumière. Les galaxies ne contemplent pas leur propre beauté. Seule la conscience peut aimer. Seuls les êtres pensants peuvent ressentir de l'émerveillement, de la gratitude, de l'affection pour ce qui existe. Et nous sommes ces êtres. Nous aimons les étoiles qui nous ont créés. Nous nous émerveillons des distances qui nous séparent. Nous ressentons de la gratitude pour l'improbable miracle de notre existence. Nous apportons de l'émotion à un cosmos qui en était dépourvu. C'est notre contribution unique, notre cadeau à l'univers, notre manière de rendre ce que nous avons reçu. Les étoiles nous ont donné les atomes de nos corps. Nous leur rendons notre regard émerveillé. Le cosmos nous a donné la vie. Nous lui rendons la conscience. L'univers nous a donné l'existence. Nous lui rendons l'amour. C'est un échange silencieux, un dialogue sans mots, une relation intime entre l'observateur et l'observé. Et cette relation se déploie à travers les années-lumière. Elle transcende les distances impossibles. Elle relie le minuscule au gigantesque, l'éphémère à l'éternel, le local à l'universel. Vous êtes partie prenante de cette relation. Chaque fois que vous regardez le ciel, chaque fois que vous pensez aux étoiles, chaque fois que vous ressentez le vertige de l'immensité. Vous participez à ce dialogue cosmique. Vous jouez votre rôle dans le grand échange entre conscience et matière. Et ce rôle est irremplaçable. Personne d'autre ne peut le jouer à votre place. Personne d'autre n'a exactement votre perspective. Personne d'autre ne ressent exactement ce que vous ressentez. Votre expérience de l'univers est unique. Elle n'a jamais existé avant. Elle n'existera jamais après. Elle est précieuse au-delà de toute mesure. Les années-lumière nous enseignent l'humilité, oui. Elles nous montrent notre petitesse face à l'infini. Mais elles nous enseignent aussi la fierté. La fierté d'être les rares élus de la conscience. La fierté de porter le flambeau de la pensée dans l'obscurité cosmique. La fierté de donner du sens à un univers qui n'en avait pas. Ces deux sentiments, humilité et fierté, ne sont pas contradictoires. Ils sont complémentaires. Ils définissent ensemble notre condition. Nous sommes humbles face à l'immensité qui nous dépasse. Et nous sommes fiers de la conscience qui nous élève. Nous acceptons notre petitesse. Et nous célébrons notre grandeur. Nous reconnaissons notre insignifiance spatiale et temporelle. Et nous affirmons notre signification existentielle. C'est l'équilibre délicat de l'être humain face au cosmos. Un équilibre que les années-lumière nous aident à trouver. Car elles nous montrent les deux faces de notre condition. La face qui nous écrase et la face qui nous élève. Cette nuit, alors que vous vous laissez porter vers le sommeil, vous pouvez reposer dans cet équilibre. Vous pouvez accepter les deux faces de votre existence, la face minuscule et la face immense, la face éphémère et la face éternelle, la face isolée et la face connectée. Elles sont toutes les deux vraies. Elles sont toutes les deux vous. Et ensemble, elles forment quelque chose de complet, de cohérent, de beau. Pensez maintenant au voyage que nous avons fait ensemble. Nous avons commencé par les distances familières, les mètres, les kilomètres, les distances que nous pouvons parcourir avec nos jambes ou nos véhicules. Puis, nous nous sommes élancés vers la Lune, vers le Soleil, vers les confins du système solaire. Nous avons franchi le gouffre interstellaire vers Proxima du Centaure. Nous avons contemplé l'immensité de notre galaxie, la Voie lactée. Nous avons sauté vers Andromède, notre voisine galactique, et nous avons touché les limites de l'univers observable, ces régions lointaines d'où la lumière voyage depuis des milliards d'années pour nous atteindre. À chaque étape, les distances sont devenues plus vertigineuses, les temps de voyage plus inconcevables, les implications plus profondes. Et à chaque étape, nous avons appris quelque chose sur nous-mêmes, sur notre place dans le cosmos, sur notre nature d'être conscient, sur notre rôle de témoin et de créateur de sens. Ce voyage n'est pas terminé. Il ne se termine jamais vraiment, car chaque nuit, quand vous levez les yeux vers le ciel, vous le reprenez. Vous recommencez à explorer les années-lumière. Vous renouez le dialogue avec les étoiles. Vous réaffirmez votre place dans l'immensité. Et chaque fois, vous pouvez aller un peu plus loin, comprendre un peu plus profondément, ressentir un peu plus intensément. Car la contemplation cosmique est une pratique.
un exercice de l'esprit et du cœur, une discipline de l'émerveillement. Plus vous la pratiquez, plus elle vous révèle. Plus vous vous y adonnez, plus elle vous transforme. Les années-lumière deviennent moins effrayantes avec le temps. Non pas parce qu'elles diminuent, elles restent toujours aussi vastes, aussi impossibles, aussi vertigineuses, mais parce que vous apprenez à les habiter, à vous sentir chez vous dans l'immensité, à trouver du réconfort dans les gouffres mêmes qui vous semblaient terrifiants. C'est une forme de sagesse cosmique, une acceptation sereine de notre condition, une paix faite avec l'univers qui nous contient. Et cette sagesse est accessible à tous. Elle ne demande pas de connaissances particulières, pas de diplôme ou de formation, pas d'équipement sophistiqué. Elle demande simplement de la présence, de l'attention, de l'ouverture. Elle demande de lever les yeux et de regarder, de laisser l'immensité entrer en soi, de se laisser toucher par les photons anciens qui arrivent dans des étoiles et de ressentir, vraiment, ressentir ce que cela signifie d'être là, ici, maintenant, sur cette petite planète, dans ce vaste univers, à ce moment précis de l'histoire cosmique. Vous y êtes, vous le ressentez, c'est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est la chose la plus ordinaire et la plus extraordinaire qui soit. Exister, être conscient, contempler, ces trois verbes résument toute l'aventure humaine et vous les conjuguez en ce moment même. Vous existez, vous êtes conscient, vous contemplez et en faisant cela, vous accomplissez la vocation de l'univers lui-même. Vous êtes le cosmos qui se regarde, la matière qui se pense, l'existence qui se reconnaît. Laissez cette pensée vous envelopper comme une couverture chaude. Laissez-la vous bercer vers le sommeil. Vous êtes en sécurité dans l'immensité. Vous êtes chez vous dans le cosmos. Vous êtes exactement là où vous devez être. Les années-lumière qui vous séparent des étoiles ne sont pas des barrières. Ce sont des invitations, des appels silencieux à l'émerveillement. Des ponts de lumière reliant votre conscience aux fournaises stellaires qui vous ont créé. Et ces ponts sont toujours là, chaque nuit, attendant que vous leviez les yeux, attendant que vous les traversiez du regard, attendant que vous preniez votre place dans le grand dialogue cosmique. Vous pouvez dormir maintenant. Les étoiles veilleront sur vous. Leur lumière ancienne continuera de voyager vers vous pendant que vous rêvez. Et demain, ou une autre nuit, vous pourrez lever les yeux à nouveau, reprendre le voyage, approfondir la contemplation, continuer à vous émerveiller, car l'émerveillement ne s'épuise jamais. Les années-lumière ne cessent jamais de nous appeler. Et le dialogue entre conscience et cosmos n'a pas de fin. Il continue aussi longtemps que des êtres pensants existent pour le poursuivre. Et même après, peut-être. Car qui sait ce que deviennent les pensées une fois pensées ? Qui sait si l'émerveillement ne laisse pas une trace dans le tissu de l'univers ? Qui sait si notre amour pour les étoiles ne leur parvient pas, d'une manière ou d'une autre, à travers les années-lumière ? Ce sont des mystères que nous ne résoudrons peut-être jamais. Des questions qui resteront sans réponse, mais ce n'est pas grave. Car les questions sont parfois plus précieuses que les réponses. Et le mystère est parfois plus beau que la certitude. Nous vivons dans un univers de questions, un univers de mystères. Un univers qui nous invite constamment à nous émerveiller, à nous interroger, à chercher. Et c'est parfait ainsi. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Car la recherche elle-même est le sens. La quête elle-même est la destination. L'émerveillement lui-même est la réponse. Dormez maintenant. Dormez en paix. Dormez enveloppé par les années-lumière, bercé par la lumière des étoiles, gardé par l'immensité bienveillante du cosmos. Vous êtes chez vous. Vous êtes en sécurité. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et demain, l'univers sera toujours là, attendant votre regard, attendant votre émerveillement, attendant de reprendre avec vous ce dialogue silencieux qui n'a pas de fin. Bonne nuit, bon rêve, et que les étoiles veillent sur votre sommeil.